Salut, bienvenue en IFT 436, Algo et structure de données. Donc, je suis Emmanuel Lafont. Donc, je vais commencer tout de suite en disant que je suis désolé de ne pas pouvoir être là en personne pour les cours de la première semaine. J'ai d'autres obligations, mais juste pour cette semaine. Le reste de la session, ça va être des cours en personne, en présentiel. Euh, Ceci dit, c'est peut-être pas une mauvaise chose que les tout premiers cours soient préenregistrés. Ce que vous pouvez faire, c'est y aller à votre rythme, là. Surtout dans les quelques premiers cours, je vais faire des rappels sur la matière de structure de données, algo et maths discrète que vous auriez dû voir, mais selon mon expérience, un rappel en début de session, c'est toujours bon, là. Mais si les rappels, c'est trop lent à votre goût, vous pouvez avancer. Faites flèche droite pour avancer à coup de 5 secondes. Ou si c'est trop lent, ben, faites flèche gauche pour reculer. Euh, donc, avant de commencer, je vais peut-être juste justifier mon absence. Regardez ce que je vais faire. En fait, je ne suis pas là parce que je dois être à une conférence qui s'appelle Algo 2026. Donc, une conférence sur les algorithmes, la création d'algorithmes. Et donc, j'en parle parce que ça peut booster ma crédibilité en tant qu'enseignant pour un cours d'algo. Donc, Algo 2026, là, c'est une des Premier Algorithmic Conference. Donc, une conférence réputée, en fait, un ensemble de conférences sur le développement d'algorithmes. Et c'est pour ça que je ne suis pas là. Mais c'est pour dire que ben, mon domaine de recherche à l'université, c'est principalement les algos. Et j'aime bien enseigner cette matière. Bon, si ça vous intéresse de voir qu'est-ce qu'on fait au-delà de ce qu'on enseigne, vous pouvez regarder le programme, chercher mon nom et puis verrez que ben, je vais aller présenter deux articles scientifiques, en fait, là. Celui-là sur un algo optimal pour faire un truc et un autre qui est un algo avec une complexité paramétrée. Euh, et puis, ben, je vais en profiter pour mentionner, même si je n'ai pas parlé du contenu du cours ou quoi que ce soit, là, je vais mentionner vite fait, parce que ce n'est pas tout le monde qui est au courant, que les profs d'université ont fait autre chose qu'enseigner. Il y a une grosse composante de notre travail qui est de faire de la recherche, donc de faire avancer la science dans nos domaines respectifs. Puis mon domaine, ben, c'est les algorithmes. C'est pour ça que je participe à des conférences sur le sujet. Et puis d'ailleurs, ici, vous voyez que j'ai un article avec Francis Sarrazin. Francis était un étudiant de maîtrise qui était intéressé par la matière d'IFT 436, qui a décidé de poursuivre en maîtrise. Et c'est pour dire que ben, si vous aimez vraiment ce type de matière, vous pouvez pousser jusqu'à la maîtrise et potentiellement participer à des conférences de ce style. Ok. Donc, c'est ce qu'on fait au-delà de l'enseignement. Et ce que je vais enseigner pendant toute cette session, ben, c'est les choses qu'on utilise pour faire de la recherche. Ok. Mais j'en dis pas plus. Donc, voici le site du cours. Si vous voulez le trouver, ben, je vous l'ai envoyé par courriel normalement. Si vous ne l'avez pas reçu ou que vous voulez le retrouver facilement, ce que vous pouvez faire, c'est juste chercher mon nom ou manuellafont.com. Là. Mais en cherchant mon nom, normalement, OK, vous tombez sur mes trucs de recherche, là, mais en deuxième, il y a ma page personnelle où est-ce qu'il y a du blabla sur la recherche, justement. Mais il y a un lien pour accéder à la page du cours IFT 436 qui va rester là toute la session. Donc, vous allez ici et vous tombez sur le contenu du cours. Okay? Je mets tout là-dessus. Il n'y a pas de Moodle. S'il vous plaît, demandez-moi pas où est le Moodle. Il n'y en a pas. Tout est sur une page HTML de base. Puis je mets des fichiers PDF et liens qui seront utiles pour le cours. Donc, tout va être ici. Donc, déjà, je vais parler brièvement du plan de cours et j'ai ma petite présentation des slides, des diapos pour l'intro au contenu du cours. Mais sinon, toute la matière est dans les notes de cours de Michael Blondin. Okay? Donc, je vais l'ouvrir. C'est un truc de 300 pages. C'est essentiellement un livre, écrit pas par moi, mais par mon collègue Michael Blondin, là, qui fait de la théorie du calcul. Euh, qui contient tout ce qu'il y a à savoir pour le cours. Okay? Donc, toute la matière nécessaire est là-dedans. Et pendant que je l'ai ouvert, je vais aussi, bon, je vais parler un peu de tout ça. Ben, pas nécessairement de tout le contenu qu'il y a là-dedans, mais il y a beaucoup d'exercices dans les notes de cours de Michael Blondin. Ce que je vous recommande fortement de faire un max d'exercices tout au long de la session en suivant les thèmes au fur et à mesure que je les aborde. Mais comme dès cette semaine et la semaine prochaine, vous devriez être capable de regarder ces exercices-là. Et puis, pourquoi je vous recommande fortement de les faire? Ben, c'est parce que les exercices sont souvent représentatifs de ce qu'on peut trouver en examen. Donc, si vous faites un max d'exercices constamment, ben, c'est comme ça que vous allez être prêt ou prête à l'examen intra et à l'examen final. Okay? Et puis, Michael, il met même toutes les solutions à ces exercices
Donc, vous avez plein d'outils pour avancer le cours. OK? Donc, vous suivez ces notes-là pour suivre la matière du cours. J'ai aussi mis un lien vers mes notes personnelles qui est essentiellement la même matière, mais en plus condensé. Ça, c'est écrit par moi. C'est juste que c'est mes notes personnelles. Moi, je les ai faites plus pour moi que pour les étudiants et étudiantes, là, pour être honnête. Mais moi, c'est ça que je suis. OK? Je vais suivre la structure de ce que moi j'ai écrit. Et puis, en fait, c'est ça. C'est essentiellement le même contenu. C'est juste que Michael a été prêt à mettre beaucoup plus d'efforts que moi. Comme moi, j'ai essentiellement zéro figure dans tout ça, zéro exemple, juste le contenu brut, là, tandis que Michael explique beaucoup plus en détail les choses, avec des exemples et tout. Mais je le mets quand même comme complément parce que c'est ça, la structure de ce que j'enseigne va plus ressembler à mes notes personnelles, mais tout l'équivalent du contenu est dans les notes de cours de Michael Blondin. Donc, il y a des exercices sur les notes de Michael. Il y a aussi certains exercices que moi je sélectionne ou que j'ajoute à sa banque. Donc, je vais amplifier, augmenter ces séries d'exercices au fur et à mesure que la session avance avec les solutions. Donc, ça aussi, je vais vous laisser regarder. Donc, vous avez vraiment un paquet d'exercices. Et puis, je vais vous en discuter davantage en temps et lieu. Mais bref, ça, c'est le contenu principal que vous allez trouver sur la page du cours et les devoirs quand ils vont apparaître. OK? Et je vais même laisser l'export des notes de mes notes de cours au cas où ça serve. Ça, c'est ben, vous voyez, je ne sais pas si on voit la date, là. Ça commence à dater un peu. Ça, c'est la dernière fois que j'ai donné le cours IFT 436 en 2022. Et ça, c'est ce que j'utilisais pour ma préparation au cours, essentiellement. Donc, moi, quand je donne le cours, je relis ça un peu, là, et puis, ça, bon, ça, c'est le rappel mathématique. Ça, c'est peut-être plus intéressant. Ah, pardon, je suis pas allé à la bonne place. Preuve sur des algos récursifs, admettons. Puis avant de donner un cours, ben, moi je révise ce que j'ai donné en 2022 et puis si vous voulez suivre avec moi, ben, vous pouvez regarder ça aussi, que je vous laisse disponible. Et puis ça aussi, je vais en ajouter au fur et à mesure que la session avance. Donc bref, tout est là sur cette page. Donc, on peut regarder le plan de cours vite fait. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais il y a quand même quelques éléments qu'il faut que je mentionne sur le plan de cours. Donc, on est en IFT 436. Ça, c'est moi, mon courriel. Donc, si vous voulez me contacter, ça, c'est la méthode à privilégier. Je regarde beaucoup, constamment mes courriels, plus que Teams. Si vous me contactez par Teams, ça se peut que ça prenne un moment avant que je vous réponde. Par courriel, c'est souvent plus rapide. Je sais bien que Teams sert à être plus rapide, là, mais bon, je procède par courriel. Donc, c'est la méthode à privilégier pour me contacter. Sinon, ce qu'il y a à savoir, c'est que bon, il y a 4 heures de cours par semaine. Le mardi, je passe 2 heures à faire du blabla, parler de la matière et tout ça. Le mercredi, vous voyez que c'est divisé en deux, là, que c'est divisé en exposé magistral et exercice laboratoire. Donc, les mercredis, je vais faire mon blabla pendant 1 heure et l'autre heure, ça va être pour des exercices. Okay? C'est une session, il n'y a pas de laboratoire, okay? C'est un cours à saveur plus mathématique théorique, donc il n'y a pas de programmation dans le cours IFT 436. Et puis, ce qu'on fait, c'est des algorithmes sur papier, des analyses et des preuves d'algo sur papier. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un cours à saveur mathématique. On fait beaucoup de résolution de problèmes de style maths. Ça reste de l'informatique, mais avec une tendance maths. Et puis, je me sers des sessions d'exercice pour justement enseigner des approches de résolution de problèmes. Donc, comment ils vont se passer les sessions d'exercice? Il y a un auxiliaire d'enseignement. Justin Quirion, qui va prendre cette heure-là en charge. Et moi, je lui demande, on sélectionne des exercices importants ensemble. Et puis, moi, je lui demande de trouver une façon pédagogique d'enseigner des approches de résolution de problèmes. Okay, le but, c'est que c'est pas juste qu'il donne les solutions, là, parce que vous les avez, les solutions, mais c'est aussi qu'il enseigne comment est-ce qu'on pourrait même penser en arriver à ces solutions-là. Okay, donc, c'est aussi important d'être présent à ces sessions-là. Ça aussi, c'est une autre forme de préparation aux examens. Okay. Donc, pour cette semaine, la semaine où je ne suis pas là, il n'y a pas d'exercice. On n'aura pas vu assez de matière de toute façon, mais les semaines après, c'est là que ça va commencer.
Donc ça, je vais vous laisser regarder tous les sites de formation, le contenu, etc. Ça aussi, la mise en contexte, là, que ça va même de 300 avant Jésus-Christ. En tout cas, c'est pas moi qui ai écrit ça, là. Mais je vous laisse regarder, je laisse regarder les sites de formation. Le contenu détaillé aussi. Je vais peut-être mentionner rapidement que vous voyez qu'il y a les notions mathématiques, là, qui est un des thèmes du cours. Donc, il faut que je fasse ce rappel de notions de maths discrète. Probabilité, ça va aller vers la fin de la session, là, mais c'est ce que je voulais dire, là. Il y a une saveur mathématique à ce cours ici. Et donc, je vais faire les rappels qu'il faut euh, pour qu'on avance dans cette voie-là. Mais après, on va embarquer dans juste des algos. Donc, notation asymptotique, analyse d'algo itératif, analyse formelle des algorithmes. Moi, je vais introduire tout ça avec mes diapos d'introduction, là. Mais c'est ça. Vous avez le contenu du cours ici, si ça vous intéresse de regarder. Et puis sinon, bah, vous avez le calendrier, mais là, je viens de remarquer que les devoirs apparaissent pas, il y a juste le devoir 1 qui apparaît. Vous avez 5 devoirs, là, pas juste un. Je ne sais pas pourquoi. Je vais peut-être régénérer le plan de cours, là, mais en tout cas, vous avez le calendrier. Mais ce qui est peut-être plus important, c'est ça ici, là, les évaluations. Donc, les devoirs comptent pour 30%. Il y a 5 devoirs à travers toute la session. Probablement 3 dans la première moitié de session, puis 2 plus costauds dans la deuxième moitié de session. Et les devoirs, vous pouvez les faire seuls ou en équipe de 2. Et ils valent 6% chaque. 6 fois 5, 30. Ouais. Et puis, vous avez un examen intrant, un examen final qui compte pour 35% chaque. Les examens, je vais le dire tout de suite, mais je vais le rappeler, là, mais vous avez droit à une feuille de notes recto verso. Vous mettez ce que vous voulez sur vos feuilles. Ça peut être imprimé, écrit à la main ou un mix des deux, mais c'est une feuille format standard recto verso que vous pouvez apporter comme aide-mémoire aux examens. Et les devoirs, pas les devoirs, mais les examens sont individuels, bien sûr, et tout est sur papier parce qu'on fait de la résolution de problèmes sur papier dans ce cours. Est-ce que j'ai autre chose à dire là-dessus? Ben, bien sûr, les cas de plagiat seront systématiquement acheminés à la faculté. Pas juste plagiat, mais aussi triche. Là, on est très sensible, on surveille beaucoup les cas de triche maintenant au département. Il y a eu quelques cas dans le passé et on le sait. Et sans entrer dans les détails, disons qu'on surveille, donc faites vraiment attention parce que sinon les conséquences, ça peut aller jusqu'à une suspension ou une exclusion du programme. Et on surveille. C'est tout ce que je vais me contenter de dire et qu'on prend ça au sérieux. Ah oui, ben, utilisation des IAG. Donc, ce qui se passe avec la matière du cours, comme dans bien d'autres cours, les devoirs, je suis assez convaincu que vous allez pouvoir les donner à Claude, ChatGPT ou ce que vous voulez, et il va vous donner des réponses qui fonctionnent. D'après moi, sûrement que je dirais peut-être que vous aurez un 80% si vous faites juste prendre les solutions données par les IAG. Euh, mais euh, les devoirs ne comptent pas pour tant que ça dans la session, donc c'est pas super utile de juste générer les réponses à vos devoirs avec des IA génératives. Le but des devoirs, c'est de vous préparer aux examens. Donc, moi, je recommande ultra très fortement, c'est même interdit d'utiliser les IAG, là, mais je vous recommande de faire les devoirs 100% par vous-même. Et même si vous restez bloqué, ben, vous continuez de réfléchir et puis éventuellement, ça finit par débloquer, là. Mais le truc, c'est que quand vous faites les devoirs par vous-même, vous gagnez une intuition sur comment résoudre des problèmes, tandis que si vous déléguez aux IA, ben, vous avez développé aucune intuition. Et là, quand vous retrouvez vos examens sans IA, ben, vous n'êtes pas capable de répondre, de faire de la résolution de problèmes parce que vous n'êtes jamais passé par là. OK? Donc, pour résumer, les devoirs sont là pour développer certaines compétences et préparer à l'examen. Donc, faites les devoirs par vous-même parce que sinon, une situation qui arrive de plus en plus, là, c'est des gens qui ont des 98-100% à tous les devoirs et qui ont 35-40% aux examens. Si ça arrive, ben, c'est un échec. Okay? C'est pas compliqué, là. La pondération est faite pour que si tout est parfait au devoir, mais désastreux aux examens, que ce soit un échec. Okay? On considère plus les examens que les devoirs à cause des IAG, justement. Okay? Donc, c'est dit. Et je crois bien que c'est tout. Pour le reste, tout est standard. Bon, qualité de la langue, on ne juge pas de la qualité de la langue dans les devoirs ou les examens. Plagiat, bon, j'ai dit ce que j'avais à dire, ça va être pris au sérieux, donc lisez ça, mais faites attention. Et
ben vous avez là, le calendrier des devoirs ici qui apparaissait pas en haut. OK. Si vous voulez voir. Donc, privilégier le courriel pour me contacter. Et puis, dernière chose, donc, matériel nécessaire. C'est écrit qu'il n'y a pas de manuel obligatoire, et c'est vrai, si vous assistez au cours, normalement, vous allez avoir toute la matière nécessaire. Mais comme je l'ai dit, les notes de cours de Michael ou même mes notes personnelles peuvent servir euh, de référence. Sinon, ça, c'est les deux références euh, euh, principales là, quand on fait de la création et l'analyse d'algorithmes. Le livre de Brassard ou celui-là qu'on appelle le CLRS, là, à cause des quatre auteurs, Cormen. euh, où est le S? Ah, il est ici. Bon, ça c'est CLRS, qui est le CLRS, qui est la grosse référence en algo à peu près partout en Amérique. Si ça vous intéresse d'avoir des livres complémentaires. OK. Ben, c'est ce que j'avais à dire sur le plan de cours. Si vous avez des questions, là, vous ne pouvez pas les poser. Envoyez-moi un courriel ou attendez à mon retour. C'est tout à fait correct. OK. Donc, avec tout ça, je vais commencer avec un peu de matière, ou du moins une intro au cours, là. Je vais ouvrir mes slides, mes diapos, pardon, d'introduction au cours. Juste pour dire à peu près c'est quoi le cours, et aussi, pendant que je parle, je vais ouvrir est-ce que j'ouvre la version PowerPoint? Non, pardon. Je vais ouvrir juste la version sur mon navigateur web. Donc, j'ai fait des diapos d'introduction. Dans les cours, la plupart du temps, je vais faire ça au tableau, là, au tableau à craie. J'aime mieux enseigner comme ça, sinon quand on a des diapos, ça va trop vite. Mais pour un cours d'intro, et surtout que c'est à distance, je pense que des diapos, c'est approprié, c'est plus efficace, surtout que j'ai beaucoup de blabla textuel pour introduire la matière du cours. Mais c'est ça. Mais je rappelle que pour les autres cours, ça va plus se passer au tableau. OK? Donc, algorithme et structure de données. Donc, parlons-en. Ouais, OK, bon, je vais commencer par la base, là. Vous devriez savoir c'est quoi un algorithme à ce point-ci. Il y a une dizaine d'années, c'était pas un mot répandu, mais là, on parle d'algorithme même aux nouvelles, là. Je pense pas avoir à dire c'est quoi, mais en tout cas. C'est une séquence d'instructions à suivre afin d'accomplir une tâche précise. Donc, algorithme, c'est séquence d'instructions. Comme on fait souvent l'analogie de faire un gâteau, en tout cas, suivre une recette, c'est un algorithme. Mais aussi plus informatiquement. Trier une liste d'éléments, c'est un algorithme qui trie des éléments, c'est un algorithme. Euh, OK, je recommence. Je devrais le couper au montage, là, mais en tout cas, je recommence. Ce que je décris en bas, ce n'est pas des algorithmes, c'est des tâches. OK? Un algorithme, c'est une séquence d'instructions qui servent à accomplir une tâche précise. Et cette notion de tâche, oui, il faut que j'insiste un peu là-dessus. Une recette, c'est un algorithme, mais la tâche que ça essaie d'accomplir, c'est de produire un plat. Okay? C'est pour ça que j'écris faire un gâteau, c'est un exemple de tâche, et la séquence d'instructions pour faire le gâteau, c'est ça l'algorithme. Mais comme une tâche très, très, très commune et de laquelle je vais parler déjà aujourd'hui, c'est trier une liste d'éléments. Okay? Ou insérer dans un arbre binaire de recherche. Ça, c'est des tâches qu'on veut faire. OK. Et on a besoin d'algorithmes pour ça. Et ici, j'ai des exemples classiques. Là, on ne va pas tous les voir dans le cadre d'IFT 436. Ça appartient aussi à d'autres cours, mais par exemple, une qui est super classique, ben, c'est trouver une route optimale pour livrer des paquets quand on fait des échanges TCP/IP ou en tout cas quand on veut transmettre des paquets d'un site web à des visiteurs. Ben, pour trouver ces routes optimales, ben, il y a un algo qui s'appelle l'algo de Dijkstra qu'on verra. Okay. Ou bien rechercher une séquence d'ADN dans une base de données parce que je fais beaucoup d'algorithmes pour la bioinformatique et ça, c'est un que je connais bien. Ça peut servir par exemple à si on prend votre ADN puis on veut savoir vous êtes qui dans la base de données, ben, il faut un algorithme pour ça. Il y en a qui font ça, comme Bouillet-Mort, c'est assez efficace pour faire ça. Ou bien trier des pages web par pertinence. Il y a un PageRank qui existe, qui est aussi applicable en apprentissage machine. Ou bien en NLP, en traitement des langues. Euh, ben, des fois, vous avez une phrase et vous avez besoin d'un algorithme pour classer les mots de la façon la plus probable dans une phrase, là, comme par exemple où est le nom, où est le verbe, où est le sujet. Ben, il y a des algorithmes pour faire ça. Donc, ça, c'est plein d'exemples là, de à quoi servent les algorithmes, juste pour justifier l'existence de ce cours. Les algos sont partout, là. Mais le truc, c'est que pour une tâche donnée, il y a souvent plusieurs algos
qui peuvent accomplir la même tâche. Et une partie de notre travail en IFT 436 et au-delà d'IFT 436, là, en entreprise, c'est le genre de situation qui arrive aussi. Là. Vous avez plusieurs algos pour faire un truc que votre patron vous demande ou peu importe. Ben, il faut des façons systématiques de choisir qu'est-ce qu'on implémente, c'est quoi les meilleurs algos. Et pour ça, on va regarder des mesures de performance d'algorithmes. Okay? C'est ce qu'il nous faut. Euh, donc, il y a plein de mesures de performance possibles et dépendamment du contexte dans lequel vous travaillez, ben, ça se peut que le temps, ce soit le plus important ou peut-être que vous voulez limiter la mémoire, la RAM que votre algorithme prend ou quand vous avez des algos parallèles, ben, le nombre de processeurs, probabilité de succès, accès à la cache. Bon, tout ça, là, c'est des mesures de performance qui sont utilisées en recherche en entreprise dépendamment du contexte. J'ai même mis nombre de qubits là, si vous faites des algos quantiques qui sont à la mode ces temps-ci. Bon, en IFT 436, on va beaucoup se concentrer sur le temps, parler de mémoire de temps en temps, mais c'est bon de garder en tête que le temps, c'est juste une mesure de performance parmi d'autres. On va beaucoup parler de grand O n carré, n log n, grand O de n, okay, pour parler du temps, mais toutes ces mesures qu'on va développer, on pourrait en parler dans le contexte d'autres mesures de performance. On peut parler de grand O n carré espace mémoire ou n log n processeur pour réaliser une tâche. Okay? Mais on va utiliser le temps, c'est la mesure de performance la plus populaire. Okay? Mais les techniques qu'on aborde pour mesurer le temps, on peut souvent les utiliser pour mesurer d'autres mesures. Okay? Et on va mesurer ça en utilisant la notion de grand O. Okay, donc, normalement, vous devriez avoir vu grand O. Ce que je vais faire avec le reste, c'est faire un genre de rappel de ce que vous auriez dû voir en IFT 339, structure de données, où est-ce qu'on introduit cette histoire de grand O. Et si vous n'êtes pas familière avec ça, il faut venir me voir. Okay? Mais je vais juste c'est ça, on va parler beaucoup de grand O dans le cadre de ce cours, donc il faut être à l'aise avec ça. Ou en tout cas, il faut le devenir. Donc, je vais juste prendre quelques diapos pour motiver cette histoire de grand O avant même d'en avoir parlé. Là. OK, mais ça viendra plus tard. Donc, bon, ça c'est mon préambule. Maintenant, je voudrais parler de ben, c'est quoi une tâche en IFT 436 ou plus généralement en design d'algorithme. Ben, pour avoir une tâche, il faut définir ce qu'on a et ce qu'on veut, c'est-à-dire bien préciser l'entrée et la sortie. Et en IFT 436, je pense que j'ai dit 439 avant, en tout cas, ça devrait toujours être bien défini. Okay? Donc, par exemple, aujourd'hui, je veux déjà commencer à m'intéresser au problème du tri. C'était un des thèmes dans le contenu détaillé du plan de cours. Comme par exemple le problème du tri, ben, pour le spécifier, je dois dire qu'est-ce que j'ai en entrée. Donc, en entrée, j'ai un tableau d'éléments. Ici, je vais supposer que je veux trier des entiers. Donc, ça me définit un problème précis et je dois préciser que j'ai des entiers parce que ça me définit comment est-ce que je fais pour savoir qu'un élément vient avant l'autre. Mais c'est ça, j'ai un tableau de n entiers. Et ce que je vais en sortir, c'est une permutation T' avec T'1, T'2, etc. des éléments de T et la propriété qu'on veut, c'est que T'1 soit plus petit ou égal à T'2 et ainsi de suite. Okay? Une permutation, c'est une façon d'ordonner des éléments. Okay? Donc, une permutation, ça implique un ordre. Là. Donc, quand je parle d'avoir une permutation, ça devrait rendre ça clair que je veux ordonner les éléments du tableau qui m'était passé. C'est écrit en bas même. Okay? Mais ça, c'est le problème de tri. Okay, je me sers de ça comme exemple parce que dans les devoirs, dans les examens, partout en IFT 436 et au-delà, il faut toujours que l'entrée et la sortie soient bien définies. Si jamais vous êtes confronté à un problème que moi je vous donne et que l'entrée ou la sortie c'est mal défini pour vous, que vous n'êtes pas certain de comprendre, c'est pas normal. Tout est censé être bien défini parce qu'en informatique, pour travailler, il faut que les choses soient bien définies. Okay? Un autre, juste pour donner un exemple avec lequel on va travailler plus tard dans la session, ben, en entrée, on reçoit un graphe. Devriez avoir vu les graphes, sinon j'aurai un rappel plus tard dans la session. Là, mais si j'ai en entrée un graphe avec deux sommets, en sortie, je voudrais le ou un chemin le plus court entre U et V, si ce chemin existe. Puis pour que cette tâche soit bien définie, ben, bien sûr, il faut avoir défini graphe, sommet, chemin plus court, etc. Mais bon, c'est un exemple de problème. Et
juste mentionner, je me sers de ça aussi pour mentionner que la plupart du temps, pour nos problèmes, il y a une version décision, c'est-à-dire une version vrai ou faux du problème. Peut-être pas avec le tri, mais pour beaucoup d'algos d'optimisation, on peut les transformer en problèmes de décision qu'on appelle. J'appelle ça le problème du chemin pas trop long ici. Donc ici, je reçois en entrée un graphe, G, mais aussi deux sommets U et V et un entier K. Et ce que je veux en sortie, c'est pas un chemin de longueur minimum, mais juste savoir vrai s'il existe un chemin de longueur pas plus que K entre U et V et faux sinon. Donc, un problème algorithmique qui retourne vrai ou faux, c'est ce qu'on appelle un problème de décision. Et des fois, on va s'intéresser juste à la version décision de nos problèmes et pas nécessairement à la version optimisation. OK. Et si vous faites théorie du calcul un jour, ben, tous les problèmes, on les voit comme des problèmes de décision et quand ça ne l'est pas, ben, on les convertit. Mais ça, c'est pour IFT 503, là, un autre cours, là, si ça vous intéresse. OK. Ça se peut des fois que des tâches soient mal définies, donc faites attention à ça dans le cadre de ce cours, mais aussi ailleurs. Donc, si je vous demande de définir un problème, il faut que ce soit clair formellement ce que vous voulez faire. Et je veux juste donner un exemple de tâches mal définies. Et ça, c'est un truc qui m'arrive. Là. Comme j'ai dit, je fais des algos pour la bio-info des fois. Et des fois, je reçois des courriels comme ça. Là. On me dit Salut Manuel, j'ai plein de séquences d'ADN d'animaux à comparer pour mes recherches biologiques. Peux-tu les analyser? Ça, c'est comme une tâche qu'on me donne parce que les biologistes savent que je suis informaticien et que je peux faire des algos sur des séquences d'ADN, admettons. Mais quand on essaie de traduire ça en entrée-sortie, peut-être que les entrées sont claires. Bon, on a un paquet de séquences A1, A2, etc. Puis en sortie, qu'est-ce qu'on veut? On me demande une analyse. OK, ça, c'est un peu énervant. D'avoir des problèmes mal définis comme ça, là, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire une analyse. OK, et ça semble bête là, que je parle même de ça, mais c'est une situation hyper fréquente que je vois de problèmes mal définis. OK, c'est un peu extrême, là, mais des fois, la sortie est définie de façon ambiguë et à la fin, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Donc, faites attention à ça déjà. Si jamais vous voulez résoudre ce genre de problème, il y a un cours pour ça, ou même un domaine de recherche là, qui s'appelle la science des données. OK? Après, ben, IFT 436 est préalable à ça, là. Mais une fois qu'on sait comment bien traiter des problèmes bien définis, on peut commencer à aller vers d'autres types de problèmes plus vagues, là. C'est ce que la science des données fait. C'est un domaine assez récent, là, mais la science des données veut résoudre ce genre de problème où est-ce qu'on a un paquet de données, mais on ne sait pas trop ce qu'on veut faire avec. Euh, puis à la fin, ce que la science des données fait, ben, c'est explorer plusieurs problèmes bien définis pour ça. OK? Mais pour IFT 436, on veut des problèmes bien définis. OK? Donc, par exemple, dans mon exemple d'analyse de séquences d'ADN, ben, peut-être qu'on voudrait la matrice des distances entre chaque paire de séquences. Si on définit bien qu'est-ce que ça veut dire une distance, bon, je laisserai regarder les remarques ci-bas. OK? Mais bon, tout ça pour dire qu'on veut des problèmes bien définis. Et une fois qu'on a précisé ce qu'on veut, notre entrée, notre sortie, là, on commence à travailler puis à embarquer en IFT 436. Okay. Bon,